Et il m'emmène dans les nouveaux bâtiments du commissariat du 17e, de 17e la arrondissement, place de... C'est quoi? C'est Porte de Clichy, je porte de pense. Clichy. Ces trucs très modernes, quoi. Là, rapidement, ça s'aggrave parce qu'en fait, je suis mis en garde à vue. Donc, on m'annonce que je suis mis en garde à vue. Et là, il se passe quand même des trucs qui sont psychologiquement qui atteignent un peu plus. C'est on vous enlève votre ceinture de pantalon, on vous enlève vos lacets de chaussures, votre montre, on vous prend vos affaires, quoi. Donc vous vous retrouvez avec un bénard qui tient pas trop bien, marcher avec des chaussures sans lacets, vous allez voir, vous êtes obligé de traîner les pieds comme un naze. On m'amène pour faire je crois, les empreintes digitales et tout ça. Donc pour l'instant, il y a quand même du mouvement. Tant qu'il y a du mouvement et qu'il se passe des trucs, on socialise. Je me dis, c'est intéressant, quoi, sociologiquement. J'ai déjà fait de la garde à vue, hein, mais dans ce baudition, j'ai fait juste de la convocation pour interrogatoire, là, je sais pas comment on dit, enfin des trucs. Oui, audition, voilà. Qu'est-ce que je peux dire en premier? Les policiers très corrects, faut reconnaître, très corrects, polis, aucune agressivité. Je plaisante avec eux, ça va bien. Le personnel de la prison, alors je vois tout de suite ceux qui me reconnaissent et ceux qui m'aiment bien, parce que je vois dans leur regard. Alors beaucoup portent les masques parce que c'est obligatoire, mais pas les gradés. Les gradés. Et ils me disent, si vous voulez pas porter de masque, genre ils s'en foutent, mais il y en a qui les portent. En fait, plus ils sont au bas de l'échelle hiérarchique, plus ils sont obligés de les porter, parce qu'ils disent en plus, il y a des caméras partout maintenant dans ce genre de... Ils sont surveillés aussi, hein, tous. Et donc les petits les portent et les mecs au-dessus les portent pas, quoi. C'est assez drôle. Et moi, il dit, si vous voulez pas le portez pas. Donc je porte pas le masque parce que je ne crois pas. Hein. Je vais pas faire de pédagogie ici, mais je pense que c'est une escroquerie le masque. Et d'un point de vue médical, c'est une aberration. Et donc là, je vois le type qui est au... Je ne vais pas être trop précis parce qu'à je ne vais pas leur attirer d'emmerde, mais le type qui fait le truc, qui prend... Non, les empreintes digitales, photos anthropométriques, etc. Je vois que c'est un sympathisant d'origine maghrébine, ça se voit tout de suite, d'une gentillesse incroyable. La dame qui me fait les doigts, là, une jeune femme des îles, tu vois, donc peau noire, d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. Je ne vous fais pas mal, monsieur Soral. Alors quand il m'enlève les menottes, il vous menotte dans le dos avec des... C'est pas des menottes, hein, ça s'appelle de... C'est un modèle un peu... C'est des pinces, là, je sais pas comment on appelle ça. Je ne vous fais pas mal. Enfin, vraiment, d'une gentillesse. Et puis surtout très formé. Là, vraiment, quand je vois les gens, ce que les gens racontent sur la police française. Moi, j'ai voyagé... j'ai vu la police à l'étranger, simplement même des fois les services des douanes, je veux dire, il vaut mieux se faire choper en France que n'importe où ailleurs, pratiquement, peut-être, je ne sais pas quel pays est un standard au-dessus, peut-être la Suède, j'en sais rien, mais bon, franchement, si vous êtes correct, enfin moi, je suis correct, hyper gentil, hyper formé, parce que tout est ritualisé, ils ne se permettent pas de conneries, hein. Ils respectent tous on voit qu'ils sont formés psychologiquement, etc., pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, très déférent, pas un mot de travers, enfin, et puis le sentiment quand même que beaucoup me reconnaissent, et gentil et respectueux, quoi. Bon, après, le problème, c'est il y a deux temps à vivre, hein. Il y a le temps des interrogatoires, qui est assez agréable pour moi, parce que parce que soit je refuse de parler en disant je garde le silence, soit je réponds. Alors il y a des questions sur lesquelles je garde le silence, on y reviendra tout à l'heure, et d'autres où j'argumente, parce qu'il n'est pas question que je fasse teshuva, hein, parce que globalement, l'idée c'est, on vous met en garde à vue, c'est une stratégie quand même, il faut comprendre, c'est penser tout ça, c'est de la psychologie sociale de longue date. Le but c'est de vous affaiblir, de vous mettre en état de tristesse, voire d'humiliation, de soumission, etc. Hein. C'est pas les personnes qui le font, c'est le système qui le fait. C'est pas les policiers, ils n'ont pas besoin. C'est le système. Vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de vêtements de rechange, il n'y a pas d'hygiène. Vous marchez comme ça, on vous menotte, on vous démenotte, mettez les mains sur le mur, palpation, etc. Donc là, vous êtes humainement, vous êtes objectivement une merde. Hein. Je reviens sur mon propos. Il y a les temps d'interrogatoire qui sont intéressants pour moi parce qu'il se passe quelque chose socialement. Il y a de l'échange, il y a du combat, même si, bon, il y a de l'enjeu, hein, mais moi, ça ne me gêne pas. Et les temps les plus durs, parce que ça, il faut y venir, ce qui est très dur, c'est le moment où on est tout seul dans la cellule, parce que c'est petit, c'est comme un aquarium, c'est moche, c'est triste, c'est un peu sale, même si c'est assez neuf là-bas, et j'ai connu bien pire. J'ai connu des gardes à vue plus courtes, mais dans des locaux dégueulasses, hein, à Nice, ailleurs à Paris, dans le temps, etc. Là, c'est du béton armé, hein, vous avez 1,50 m de large, une porte vitrée blindée,
une espèce de banquette en béton avec un petit matelas, un mur en biais avec un chiotte à la turque en acier inox à moitié plein de merde, et une caméra qui vous filme en permanence, qui fait que si vous allez pisser, par exemple, vous savez que sous les surveillants, vous voyez en train de pisser, et puis un espèce de trou avec, quand vous mettez la main, ça fait couler de l'eau très violemment. Donc ça, vous pouvez vous rafraîchir un peu, de l'eau froide, et remplir un gobelet, si vous demandez un gobelet, il vous l'apporte. Hein. Donc il y a une espèce de tristesse de ce petit lieu. Il y a vite un sentiment d'enfermement qu'il faut gérer. Et le truc le plus dur, je dis ça pour les gens qui n'ont jamais fait de garde à vue et qui comprennent, ceux qui en ont fait, eh ben, ils compatiront, c'est le temps qui passe lentement, où vous êtes totalement immobilisé, avec possibilité de rien faire. Vous n'avez plus de montre, plus de téléphone, plus rien. Et le combat, c'est le combat contre le temps et l'immobilisation, avec en plus la gamberge. Qu'est-ce qui va m'arriver Alors on sait qu'une première garde à vue, c'est pour 24 heures. Donc déjà, on se dit, je suis là pour 24 heures. Alors à un moment donné, on vous extrait en disant, il y a donc quelqu'un, on entend marcher dans le couloir. Et moi, ma première garde à vue, il n'y avait personne. Donc là, c'est plutôt silence total, calme total. Et puis d'un seul coup, on a changé d'espace-temps. C'est-à-dire que le moment de l'interpellation et ce qui suit, ça correspond comme changement radical de vie à quand vous avez un accident. Moi, j'ai fait de la moto, accident de moto. Vous êtes sur la moto, vous avez rendez-vous avec une fille ou pour aller à la boxe, vous êtes en train de penser ce que vous allez faire, et d'un seul coup, bing, vous êtes par terre avec un bras cassé, tout change. Hein, vous ne maîtrisez plus rien et vous rentrez dans une autre temporalité. Et ben, la garde à vue, c'est pas l'interpellation police et la garde à vue, ça c'est un peu comme accident hôpital, tu vois. C'est-à-dire que là, tu te dis, il y a quelques heures, j'étais en train de penser à mon après-midi, ce que j'allais faire, machin, blabla, et là, je ne maîtrise plus rien. Je suis dans un espèce d'aquarium. Et alors, il y a des temps. Alors, par exemple, les temps qui sont très durs, c'est moi, bon, on m'extrait. On me fait une première confrontation interrogatoire pour me dire ce qu'on me reproche, avec l'échange avec le policier, lui qui a en charge l'enquête, et qui est d'ailleurs un bon gars, mais lui, on lui a confié le dossier, il faut se payer Soral, et il est là pour me faire parler. Et alors, il me parle sur le fond, je lui réponds, oui, c'est moi le gentil, je suis persécuté, il ne faut pas inverser les choses, je suis un patriote français, et donc tout est inversé. Et puis aussi, après, qui est machin? Il te donne des noms. Et là, je dis, comptez pas sur moi pour vous en parler. Ou alors je dis, je connais pas, enfin, je plaisante un peu. Puis je dis, voilà, il n'y a pas marqué balance là. Donc on est toujours dans cette tentative de discussion pour me tirer les verres du nez dans le but de charger la mule, hein, de charger mon dossier. Donc ça, c'est le jeu. Et puis après, on vous ramène dans votre cellule. Et puis là, par exemple, il est 18h et on vous dit, on se revoit demain à 8h. Et là, tu te dis 18h jusqu'à 8h le lendemain matin, ça fait combien à tenir? 14 heures. Ça fait 14 heures allongé sur ce qu'on appelle un grabat, hein, dans une espèce de cage. Et qu'est-ce que je vais faire pendant 14 heures pour gérer cette lenteur et cette immobilité et cette vacuité, quoi. Parce qu'en fait, moi, je suis un actif. Donc là, il y a une vraie lutte interne. Il ne faut pas que je subisse, que je me laisse aller au stress, parce qu'il y a des moments, ça peut monter. Hein. L'envie de casser la porte de la cage, de sortir. Et je me dis, là, pendant 14 heures, il ne va rien se passer, et il faut que je garde mon intégrité, que je ne tombe pas dans l'angoisse. Donc il y a des moments tout à fait normaux, des moments même presque, je dirais pas d'euphorie, et puis des moments d'angoisse qui montent. Donc ça fait comme ça. Hein. Et il faut gérer avec l'idée, je suis Alain Soral, j'ai comme une image à défendre. Il y a aussi, c'est une épreuve, il faut que je la surmonte. Hein. Je vérifie aussi si j'en ai, parce que l'air de rien, c'est comme ça qu'on vérifie. Hein. Je vais voir si j'ai l'agnac. Et puis donc là, on est sur une séquence de 14 heures. Hein, voilà. Alors, on somnole un peu, de 2 heures. Et puis après, je me dis, merde, je m'emmerde. Alors, je me lève, je remets mes godasses pour pas marcher par terre. Et puis, je marche, par exemple, vous voyez, parce que j'ai le sentiment que j'en ai marre d'être allongé. Après, je me dis, je vais mettre un peu d'eau. Enfin, on essaie de trouver des petites actions à faire pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il se passe tellement rien que ça peut être angoissant. À des moments, j'arrive, par exemple, je me dis, tiens, je vais travailler sur mon livre, parce que là, j'en suis au 8e chapitre, il me reste 2 chapitres, et je me dis, puisque je suis là, alors je fais un travail qui est intéressant, c'est j'écris dans ma tête. Et quand je pense à ça, je pense quand j'étais jeune, j'étais ami avec des champions d'échecs au niveau national, hein, qui étaient dans l'équipe de France junior, et les mecs devant moi faisaient des parties à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils jouent une partie d'échecs sans échiquier.
Pour te dire que les mecs, ils visualisent totalement la partie, pour te dire le niveau. Et moi, je me dis, bon, je vais travailler sur mon chapitre 9, et j'écris le chapitre 9 dans ma tête. Alors ça, c'est un exercice intéressant. Mais au bout de 2 heures, je fatigue un peu, et là, j'aimerais bien avoir droit à une petite récréation, une petite pause, une petite balade, et j'ai rien. Donc là, il faut que j'accepte à nouveau que j'ai aucun moyen de faire autre chose que d'attendre.